L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière. Bonsoir mes merveilleuses pépites, c'est un véritable bonheur pour moi de vous retrouver ce soir pour continuer nos apprentissages et toutes nos découvertes à travers les contrées de l'Ayurveda Sourire. Alors dernièrement on a parlé de sciences védiques, on a parlé de yoga, de Vastu Shastra, on a aussi parlé de toutes nos complexités énergétiques en s'intéressant aux chakras et à nos différents corps énergétiques. Et l'Ayurveda Sourire, c'est tout ça, mais c'est bien plus encore, puisque l'Ayurveda Sourire, c'est aussi une médecine intégrative. C'est une sagesse ancestrale qui se base sur, bien sûr, toute la sagesse de l'Inde, mais aussi sur la pensée positive et le développement personnel. Moi, je dis souvent, en fait, que ma mission, c'est d'accompagner les êtres à révéler la pépite qui est en eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'appelle mes clients des pépites, c'est parce que je pense qu'on a souvent juste besoin d'être un petit peu épousseté pour pouvoir resplendir. Et je suis vraiment intimement convaincue que nous sommes tous des lingots d'or en chemin. Et c'est cette voie que nous allons explorer ce soir en allant à la rencontre de nos super pouvoirs. N'est-ce pas ? De l'alchimie. Exactement. Donc pour m'accompagner ce soir, j'ai la joie d'accueillir une invitée d'exception, complètement Ayurveda Sourire selon moi. C'est une professeure de bonheur qui est hyper créative, inspirante, pétillante et elle est pleine de ressources magiques. Elle vous donne envie de sourire dès que vous la voyez, c'est certain. Elle vous donne surtout, en tout cas, envie de kiffer la vie. Elle vous donne la patate, elle vous donne l'envie d'être vous-même. Vous l'avez sûrement rencontrée lors d'une conférence. Peut-être même que vous avez assisté à un de ces ateliers sur la psychologie positive et la science du bonheur. Vous l'avez peut-être même vu au théâtre. Elle vous délecte aussi avec des superbes recettes pour vos papilles et vous redonne le sourire, bien sûr. C'est Florence Servan-Schreiber. Bonsoir. Bonsoir les pépites. Alors Florence, comme vous avez un profil qui est très très riche, est-ce que vous pourriez vous présenter en fait à nos auditeurs avec vos mots ? Avec mes mots ? Oui. Oui, alors je m'appelle Florence et je suis une exploratrice de la nature humaine principalement. Voilà, je pense que ça résume l'affaire. C'est une très bonne introduction. Hein. Alors, les super pouvoirs, c'est un sujet que vous connaissez très bien, que vous abordez très souvent. Et d'ailleurs, c'est l'essence même de votre ouvrage best-seller Power Patate aux éditions Marabout. Moi, ça me fait très plaisir de pouvoir en parler ce soir avec vous parce que je travaille beaucoup sur l'estime de soi et en consultation, j'ai beaucoup de personnes en fait qui viennent et qui me disent qu'elles sont pas bien avec elles-mêmes. Elles veulent ressembler à quelqu'un d'autre, elles veulent rentrer dans un moule. Et il y a plein de choses en fait qu'elles n'acceptent pas de leur personne. Et moi, justement, je les encourage au contraire à magnifier leurs différences, à cultiver leur grain de folie et tout ça en potentialisant l'existant parce que je pense vraiment que tout est déjà là. Et donc l'objectif, c'est vraiment en fait qu'elle goûte au plaisir d'être elle-même et puis qu'elle s'aime suffisamment, en tout cas, pour ne plus jamais avoir envie de ressembler à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. Mais pour ça, en fait, il faut souvent quand même aller identifier ses super pouvoirs et ses forces. Alors, du coup, c'est quoi pour vous les super pouvoirs et puis comment on fait pour les déceler ? Alors, d'abord, les super pouvoirs, c'est ce qu'il y a de plus reposant, en fait. Moins on est drainé par ce qu'on fait, plus on est en train de s'en servir. Donc ça, c'est déjà un indicateur, c'est qu'il y a des moments où nous ne sommes pas drainés, mais au contraire, où nous sommes énergisés par ce que nous faisons, et souvent nous sommes en train de nous en servir. Un super pouvoir, c'est très simple, hein, c'est une qualité extrêmement banale, mais extrêmement banale, sauf que c'est la nôtre. C'est la seule chose qui fait que c'est un super pouvoir, c'est qu'il y a en effet des choses qui nous composent. Je crois que nous sommes tous en lutte contre nous-mêmes. Pour tout un tas de raisons, on va lutter contre son corps, contre ses propres défaillances, contre ce que nous considérons comme étant des choses qui nous manquent. Nous avons souvent été éduqués comme ça. On nous a toujours souligné ce qu'on ne savait pas faire et ce qu'on ne faisait pas, etc. Donc ça, on est hyper au courant. Et parce qu'on est hyper au courant de ça, eh bien, on focalise là-dessus et on essaye d'améliorer ça. Et en fait, ça, c'est vain, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir améliorer ce que l'on n'a pas, puisque de toute façon, on ne l'a pas. Donc, il vaut en effet mieux s'occuper de ce qu'on a.
Et pour identifier ces super pouvoirs, il y a peut-être 12 000 façons de s'y prendre. Il faut déjà commencer par être un peu capable de s'observer. C'est pour ça, quand je vous disais l'exploration de la nature humaine, c'est quand on est un peu attentif au moment qui nous procure de l'énergie, au moment aux choses qui ont été faciles, aux choses qui ont été agréables, aux choses qui ont été douces. Si on commence à regarder ce qu'elles ont en commun, on va se rapprocher de ce que peuvent être ces fameuses qualités qui nous habitent. Alors, en Ayurveda, on a une constitution personnelle. On a un profil, en fait, qu'on appelle Prakriti. Et donc, en fait, c'est un mélange de différentes énergies qu'on a à l'intérieur de soi. C'est une combinaison qui nous est vraiment propre. Et ça peut, en fait, définir un peu notre profil physique et psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des énergies de l'univers qu'on a à des proportions qui nous sont propres et elles ont une influence sur notre façon de penser, d'agir, par exemple. On voit qu'il y a des personnes de type Vata, c'est l'énergie de l'air, du mouvement, qui seront des personnes plutôt très créatives, éclectiques, qui vont aimer toucher à tout. Les personnes de type Pitta, plutôt feu, elles vont être très structurées, beaucoup en fait dans l'analyse précise des choses. Et les Kapha, qui sont plus en fait l'énergie de l'eau, eux seront plus en fait dans la stabilité, dans la mémoire en fait aussi des choses, voilà, la fiabilité aussi des informations. Est-ce que du coup on a des prédispositions selon vous pour certains super pouvoirs ? Ça, je ne sais pas répondre à cette question. Nous avons une prédisposition qui est celle de notre capacité à éprouver du bonheur. Ça, c'est une affaire, en effet, de prédisposition, c'est la taille d'un gène, en fait, qui va permettre des sécrétions plus ou moins importantes de neurotransmetteurs, qui sont les substances qui font que l'on se sent bien. Donc ça, c'est une prédisposition. Ce que peut-être les super-pouvoirs ont de commun avec l'Ayurveda, c'est que nous sommes visiblement êtres humains très friands de définition. Et que dès lors qu'on nous donne un certain nombre, une nomenclature, en fait, on est content parce que justement, même si on a envie de ressembler à personne, en fait, on est hyper rassuré d'appartenir à tel ou tel type ou de posséder telle ou telle qualité. Et la richesse du vocabulaire permet précisément, et je trouve ça extrêmement utile, de pouvoir se raccrocher à certaines définitions et certaines dénominations. Alors, je vous donne un exemple. Donc, il faut savoir que quand je parle de super pouvoir, un des outils sur lesquels je m'appuie, c'est ce qu'on appelle les forces de caractère, qui ont été identifiées par les premiers chercheurs en psychologie positive, qui ont accompli un travail absolument considérable, où ils ont décidé d'identifier quelles étaient les qualités humaines que l'on allait retrouver de façon universelle. Donc, peu importe le bocal dans lequel nous avons grandi, ces qualités existent. Ils se sont donné beaucoup de mal pour s'assurer qu'elles étaient bien universelles, qu'on les trouvait partout dans le monde. Ils sont allés faire une fois ils les ont identifiées, ils sont allés vérifier dans des banlieues ouvrières en Inde. Ils sont allés voir des chasseurs de baleines inuits en Alaska. Ils sont allés voir des chasseurs de lions Maasai en Afrique. Enfin, ils ont vraiment voulu vérifier que tout ça existait. Donc, déjà, on peut se dire que ce vocabulaire-là, qui contient 24 qualités, peut nous servir de miroir. Et où, en regardant cette liste-là, on peut en effet... Alors, il y a des moyens. Hein, ils ont mis au point un certain type de moyens, comme par exemple un questionnaire auquel on peut répondre, qui va nous donner le classement de ces qualités. Ça, c'est une façon de faire. Et puis, alors, une fois qu'on les a, c'est là que la vraie expérimentation commence, parce qu'on va vérifier, là aussi, sur notre terrain, à quoi ça ressemble, et on va s'assurer que ce sont des choses qui, en effet, nous correspondent, et qu'est-ce que ça donne dans la vie réelle. Alors, pour vous donner des exemples de terminologie, on va y trouver la persévérance, on va y trouver le sens de la justice, le courage, l'intelligence sociale, la créativité, la curiosité. Ça, ce sont juste des exemples, donc ce sont en effet des concepts que nous connaissons, le leadership aussi, et que l'on va, dont nous sommes en fait plus ou moins dotés. Et c'est comme une nature qui nous a été fournie à l'assemblage. Nous avons été assemblés, parce que ça n'est pas une question de travail, ça n'est pas une question d'apprentissage. Vous
voyez, si je vous parle il y en a une que je connais bien, c'est la curiosité, parce que c'est la plus importante chez moi. Je n'ai pas choisi d'être curieuse. Je n'ai pas appris à être curieuse. Je suis curieuse. C'est juste quelque chose où même si le monde se mettait à tourner à l'envers, je le serai toujours. Donc je sais que c'est un de mes super pouvoirs, peut-être même parce que je ne peux pas lui échapper. Donc puisqu'il est là, comment est-ce que je lui rends hommage, tout simplement? Comment est-ce que j'intègre cette curiosité, évidemment dans les moments sympathiques, mais aussi et surtout dans les moments les plus difficiles? Parce qu'en fait, c'est lui qui va me permettre de me sortir des pires trous. Mais imaginons, donc si jamais je prends l'exemple de la curiosité, il y a quand même aussi toute l'influence de l'environnement, j'imagine quand même, de l'histoire de vie, et puis aussi si on va plus loin d'un point de vue un peu spirituel, peut-être du plan d'incarnation de la personne. Est-ce que on peut pas être curieuse, mais à sa façon finalement, en y mettant en fait tellement de personnalité ou d'aspect personnalisé à la curiosité qu'en fait ce sera pas du tout exprimé de la même façon, de toute façon, chez vous que chez quelqu'un d'autre. Ah, ça c'est évident. Je ne connais que ma curiosité. Et nous ne sommes pas tous dotés de la curiosité au même plan qu'on va le trouver, par exemple, chez moi. Il y a des gens, le contre-exemple, c'est la persévérance, parce que la persévérance, quand très souvent, je demande aux gens je fais comme ça un peu des sondages, quand j'ai des salles en face de moi, et j'en ai pas mal, où je demande aux gens qui est persévérant, par exemple. Eh bien, à peu près 90% des gens lèvent la main et se sentent persévérants. Lorsque je regarde, si vous me posez la question, moi je ne vais pas lever la main. Et quand je réponds à ce fameux questionnaire sur 24 qualités, la persévérance chez moi arrive en 24e position. C'est-à-dire que juste dans cette vie-là, je ne vais pas en faire l'expérience. Mais il est évident que déjà quand 90% des gens lèvent la main en disant je suis persévérant, c'est une expérience individuelle pour chacun d'entre eux d'être persévérant. Mais ça, bien sûr, toute expérience est individuelle et personnelle. Rien ne peut ressembler à ce que vit le voisin de l'intérieur. Et puis, nous avons surtout très peu d'informations sur la manière dont le vit le voisin. Mais ce qui compte juste, c'est, en tous les cas, par exemple, pour les gens qui sont persévérants, si jamais ils se retrouvent dans une situation un peu compliquée dans leur vie, quand le vent se lève, j'appelle ça comme ça, eh bien, il faut qu'ils se souviennent d'aller contacter cette persévérance. Si moi, face à l'adversité, je contacte ma persévérance, il ne se passe rien, voire la situation s'aggrave, se détériore. Donc, c'est plutôt ça dont il faut se souvenir, c'est que si le vent se lève chez moi, j'ai beaucoup plus intérêt, ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus agréable et j'aurai beaucoup plus la sensation de reprendre un peu de contrôle sur la situation si j'active ma curiosité que ma persévérance. C'est ce type d'information-là que l'on peut avoir. Ok. Du coup, c'est ça que vous appelez un peu le trousseau de clés ? Le trousseau de clés, ce sont les 5 premières, absolument. Ce sont les 5 qualités qui nous viennent le plus facilement et le plus naturellement. Avec ça, on peut sortir de tout, en fait. Bon, du coup, j'imagine que là, tout le monde est en train de se dire, mon Dieu, mais il faut absolument que je découvre mon trousseau de clés, là. Parce qu'en effet, ça doit être quand même très, très utile au quotidien. C'est très utile. En fait, vous le connaissez déjà. Le tout est d'admettre que ce sont des qualités. C'est ce qui nous manque, culturellement. Ce qui nous manque, comme je vous disais tout à l'heure, nos défauts, on est complètement d'accord. Tous. On est au courant, on les connaît, on nous les a rappelés, on nous les a montrés. Ça, personne n'a lésiné sur les moyens pour nous faire contacter nos défauts. Et ce qui nous manque fortement culturellement, c'est la même chose en termes de qualité. C'est-à-dire que ce soit des parents, que ce soit des enseignants, que ce soit des amants, que ce soit des collègues, les gens qui sont autour de nous, ce miroir qui est de renvoyer aux gens ce qu'ils ont de meilleur, on n'a pas complètement pris l'habitude de le faire. Et si nous l'avions fait, ça serait aussi naturel que de connaître ses défauts finalement. Donc, pour les connaître, c'est vrai que... Alors, je crois que le succès du développement personnel peut être attribué à ça, peut être attribué à ce travers que nous avons jusqu'à présent, qui est de vraiment bien connaître ce qui ne va pas et de devoir travailler pour identifier ce qui fonctionne bien et ce qui nous éclate, en fait. Ouais. Et c'est ça qu'on vient chercher quand on commence à explorer la nature humaine.
C'est intéressant parce que ça me fait penser à plusieurs cas. Il y a plusieurs cas dans ma tête qui me viennent, mais j'ai une pépite, justement. J'ai envie de donner son exemple parce que je pense que c'est toujours parlant d'avoir des exemples. Qui, en fait, la première fois, quand elle est arrivée dans mon cabinet, elle allait pas bien du tout. Elle était pas du tout à l'aise avec qui elle était. Elle trouvait qu'elle avait des problèmes relationnels avec la terre entière. Elle pensait qu'elle avait un problème, qu'elle savait pas s'exprimer, qu'elle savait pas, en fait, tisser des liens, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Et finalement, en fait, au fil des consultations, elle a commencé à prendre conscience que ce qu'elle croyait être des défauts, ça pouvait finalement être des qualités et que ça pouvait être des forces selon la façon dont elle les voyait et selon la façon dont elle les utilisait. Le résultat est que aujourd'hui, c'est plus du tout la même personne, qu'elle a complètement décidé d'être elle-même, que c'en est presque bluffant puisque tout a changé chez elle, son corps a changé aussi puisqu'il y a vraiment aussi une résonance dans le corps, on en parlera d'ailleurs. Et en fait, je me rends compte, et c'est ce que je veux dire aussi peut-être aux auditeurs, c'est que se connecter à ses super pouvoirs, en voyant aussi ce qui peut être bien chez soi, même si c'est pas forcément ce qu'on souhaiterait exactement avoir sur le papier, ça facilite la vie en fait. Ça facilite la vie et ça facilite le rapport aux autres. Indéniablement. Juste si je peux émettre une opinion un petit peu différente. Je ne crois pas qu'on change. Vous savez, les gens qui disent « avant je ne savais pas, mais maintenant depuis que je sais, tout a changé, ma vie est formidable ». Je n'ai moi-même jamais observé ça. Mais ce que j'ai observé et ce pourquoi je suis absolument convaincue que, par exemple, connaître ses qualités fait une réelle différence, c'est que puisque nous ne changeons pas, il nous faut quand même du matériel pour pouvoir nous y prendre autrement. Et que le choix que nous avons, plus nous disposons d'informations. Et donc, c'est ce que vous faites ici, Radio Médecine Douce, éduque les gens, informe les gens, parce que plus nous sommes informés, plus nous pouvons faire des choix nous concernant qui sont éclairés. Et je crois que plus que de changer ou que notre vie soit transformée, nous apprenons à mieux nous servir de ce dont nous disposons. Donc même cette patiente pépite dont vous parlez, même si elle reste la même, parce que probablement c'est la même femme, parce que les trous sont là, parce que les trous sont là. On sait que ça peut être pour plein de raisons, que ce soit en effet, vous dites karmique, ça peut être historique, génétique, ça peut être tout un tas de choses. Les trous sont là. Mais la manière dont nous allons les remplir, nous avons le choix sur la manière dont nous allons pouvoir les remplir. Pas pour les colmater, ils resteront là, mais au moins pour pouvoir être un peu plus, se sentir un peu plus en contrôle et éprouver plus de plaisir à vivre la même vie. Donc, en effet, plus nous aurons de définition ou d'accompagnement ou d'aide ou d'information, plus nous serons, en fait, c'est comme une langue, nous allons apprendre à parler la langue de nous-mêmes et mieux, plus on parle couramment le soi-même, plus ça va vite, quoi. Ouais. Non, mais tout à fait. En fait, elle a pas changé, elle a juste accueilli en fait ces parts d'elle-même, justement. C'est dans ce sens-là. Et justement, en fait, moi je parle souvent de personnes lumineuses. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. C'est vraiment, enfin, quand la personne elle arrive à se reconnecter à elle et à toutes les parts qu'il y a à l'intérieur d'elle-même, qu'elle touche un petit peu à sa part de divin, et finalement elle resplendit de qui elle est. Et c'est ce genre de personnes en fait qui sont magnétiques, qui sont un petit peu attirantes, resplendissantes, parce qu'elles sont bien avec elles-mêmes en fait. Ça n'a rien à voir avec l'esthétisme. Ça va bien au-delà. Et moi, je me dis qu'en fait, quand on se connecte à ses super pouvoirs, on se connecte à sa part de lumineux. C'est plus nous sommes centrés, en fait, plus nous... Ça n'est pas tant ce que nous dégageons, mais plus notre expérience est folle. C'est-à-dire que quand on est vraiment à sa place, quand on se sent à sa place, quand on est en train de faire quelque chose que l'on aime, et c'est pas tout le temps, hein. Ça aussi, c'est un des super pouvoirs que nous avons. Alors là, ça n'est plus qui ou comment nous sommes, mais c'est dans ce que nous entreprenons. Il y a des moments dans la journée où on est complètement aligné, où c'est juste sensationnel d'être soi. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont des moments d'immense concentration. Et dans ces moments-là, on est en plein super pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'on est juste en train de ne faire qu'une seule chose et qu'on sait la faire et que le défi est suffisamment important pour nous mobiliser et qu'on est en train de prendre du plaisir à le faire et qu'on perd complètement la notion du temps. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est une situation de super pouvoir. Donc, on peut aussi
construire son expérience en multipliant ces moments-là, parce qu'on finit là aussi. Alors l'âge aide beaucoup pour les super pouvoirs, je peux témoigner. Ah bon? Plus on avance, et il faut moins qu'il y ait un intérêt à vieillir. Et ça c'en est un, c'est que mieux on connaît sa mécanique, mieux on connaît justement ses activités ou ses moments, que ce soit de création, d'échange, au contraire de solitude. Enfin, tout dépend là aussi de comment nous sommes fichus. Mieux c'est. Et à ce moment-là, on décide juste d'en mettre plus. Et voilà comment on gère un peu son capital, quel qu'il soit, même si on manque de vocabulaire, ça on peut reconnaître. Donc il y a quand même beaucoup d'expérience. Mais l'expérience, ça aide, oui, bien sûr. Entre la théorie et l'expérience, alors ça, il n'y a pas photo. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et du coup, mais comment on fait quand on perd un peu la foi, quand on se dit que nos super pouvoirs ils servent plus à rien et qu'on est un peu découragé, parce que ça doit arriver, j'imagine. Comment on fait pour retrouver son enthousiasme et ne pas s'abandonner justement? Alors d'abord, on va s'abandonner parce que on a besoin de tomber pour se relever. Enfin ça, je vais pas vous faire tous les clichés, mais le plus intéressant, c'est comme la météo en fait. Le plus intéressant, ce sont les variations climatiques. Si on regarde bien, c'est de savoir que nous pouvons passer de moments où ça ne va pas du tout à des moments où ça va très bien, puis à des moments où ça ne va pas du tout, puis à des moments où ça va très bien, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt. Le lumineux tout le temps, moi ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas du tout envie d'être dans ce centrage permanent, de voler en permanence. J'adore. Vous savez, enfin bon, là aussi, chacun est fichu comme il est fichu, mais quand ça va pas. Parce qu'il y a vraiment des moments où ça ne va pas. Quand je me sens pas bien, je me surprends à me dire « Waouh, c'est génial parce que ça va aller mieux. » Et je sais que, en fait, ce que je suis en train de vivre là va finir par s'arrêter. Alors que je suis presque plus inquiète quand ça va bien, parce que je me dis « Oh là là, ça risque de s'arrêter. » Vous voyez, donc je me demande si je préfère pas les moments où c'est bas et où je sais que ça va pouvoir remonter, parce que peut-être que c'est une mécanique que je connais mieux, que je maîtrise mieux. Je sais peut-être mieux passer de pas bien à bien que de freiner le de bien à pas bien. Parce qu'en général, le pas bien survient sans prévenir. On n'a rien demandé, et on reçoit un texto, et voilà. C'est cool d'un coup. C'est plié. Donc comme on le contrôle pas du tout, c'est presque plus intéressant de se dire qu'on a plus en effet, de pouvoir, de puissance sur comment, quand ça ne va pas bien, en effet, quand vous dites quand on perd la foi, non, puis vraiment, c'est pas perdre la foi parce qu'on se sent presque responsable si on a perdu la foi. Il nous arrive des trucs. La vie est difficile, les contrariétés sont permanentes. Rarement les choses se passent exactement comme on l'avait prévu. Donc nous sommes dans une adaptation permanente. Nous sommes sans arrêt en train de devoir faire face à la réalité. Donc on est en fait sans arrêt en train de progresser. C'est ça la bonne nouvelle, parce que c'est quand on progresse qu'on maîtrise le mieux ce qui est en train de se passer. Sinon, le tapis peut nous être tiré de sous le pied absolument à n'importe quel moment. Mmh. Non mais c'est sûr, après il y a toujours des adaptations, il y a des fluctuations, c'est comme ça, ça c'est certain. C'est comme ça. Et c'est vrai que c'est important de le préciser parce que c'est pas toujours tout rose et on est toujours ombre et lumière, et d'ailleurs il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre. Enfin je le dis très souvent, mais c'est quand même important de le repréciser. Bien sûr, mais c'est tellement important de le repréciser parce que vous savez, les gens qui critiquent le bonheur, la science du bonheur en disant sont des injonctions, je sais pas quoi. Alors moi ça me fait sourire parce que comment voulez-vous que le bonheur soit une injonction quand on sait quelle liberté prend le malheur pour se pointer n'importe quand. C'est-à-dire que si jamais nous étions tentés de croire que nous étions obligés d'être heureux, rassurez-vous, quelque chose va se charger de nous rappeler que ça peut pas durer, parce que ça ne peut pas durer. Mais l'impermanence, c'est exactement ce qui va guider le reste. Donc, ce qui est juste intéressant, c'est d'avoir quelques petits fils dans les doigts qui, quand ça fait trop mal, voilà, juste quand ça pique trop, de se rappeler qu'on sait faire 2-3 choses pour soit se réaligner, soit pour respirer, soit pour reprendre courage, soit la personne à appeler. Il y a 1000 façons de retrouver une connexion à la douceur, en fait, c'est ça. C'est comment retrouver un peu de douceur quand on en a besoin. Ouais. Peut-être aussi parfois se reconnecter à la nature pour justement se relier à sa nature. Indéniablement. La nature, on n'a même plus besoin de le prouver. Enfin, il y a quand même donc, ce qui m'intéresse dans la psychologie positive, ce sont les recherches qui sont faites autour de ces questions-là, parce que je trouve que pour une fois, c'est une bonne chose de pouvoir venir avec quelques données, parce que plus de gens écoutent quand on a des données.
Alors, Ouais, oui. si on raconte quelque chose qui nous a passionné, c'est une façon de le faire. Mais si on raconte quelque chose qui nous a passionné parce que ça s'appuie sur des données, nous sommes des êtres bizarres, mais à ce moment-là, les oreilles sont un peu plus grandes ouvertes. Les dernières recherches que je trouve totalement excitantes sont les recherches qui se font sur l'émerveillement. Alors, vous savez, quand on a une émotion, donc l'émerveillement est une émotion, les chercheurs aiment bien l'associer à quelque chose de physiologique. Et l'émerveillement, c'est associé à la chair de poule. Vous savez, quand on a les petits poils qui se dressent dans le cou. Et donc voilà, des chercheurs californiens, ça se passe beaucoup en Californie, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'adore. Cet endroit, pour moi, est une espèce de source de lumière, comme ça, c'est comme si ça sortait de la Terre. Et alors, ils étudient l'impact de l'émerveillement sur nos comportements. Et ils se sont rendus compte que lorsque nous sommes émerveillés par quelque chose, et alors en Californie, ce qui est fantastique, c'est que l'émerveillement vient très souvent de la nature. La nature est très spectaculaire, on voit passer des baleines, l'océan Pacifique est là, les séquoias font 100 mètres de haut. Il y a des choses qui sont vraiment d'une dimension, en tout cas très exotique pour nous. Hein. Quand on arrive, c'est pas la même végétation, c'est pas la même faune, ce ne sont pas les mêmes paysages. Donc on est très vite émerveillé. Et lorsque cet émerveillement qui provient de la nature, il suffit par exemple d'avoir levé le nez et vu un arbre qui fait 100 mètres de haut pour que ça nous rende immédiatement plus altruistes. C'est-à-dire que il se passe deux choses. Non seulement nous allons être plus altruistes, c'est-à-dire plus préoccupés par les gens qui nous entourent et ce que l'on peut faire pour eux. Non seulement ça, mais en plus de ça, notre système immunitaire va en bénéficier parce que quand ça s'appelle un état de A. C'est comme voilà, faut savoir le dire pour parler. C'est à mi-chemin entre le home et la mouette. Oui. Spirituel, mais toujours très élevé. Hein. C'est ça. mais néanmoins assez ancré aussi. Quand on est dans cet état de donc ça s'appelle comme ça. Et bien en fait, notre système immunitaire est mis entre parenthèses. Il prend des vacances. C'est comme s'il n'était plus du tout, il n'avait plus besoin de s'occuper du reste du corps parce qu'il est lui-même emporté vers ce qu'il y a de formidable. Et donc, pour revenir à la nature est une des choses qui nous met dans cet état-là. La musique aussi, par exemple. Et le corps, alors justement, parce que l'Ayurveda, par exemple, considère le corps comme quelque chose de très, très important. Bon, il y a beaucoup de personnes, encore une fois, en consultation qui viennent et me parlent de leur mal-être. Tout ça, c'est normal, ça fait partie du truc. Et en fait, on lit littéralement, d'ailleurs, les mots sur le corps, avec la prise du pouls, l'observation de la langue, tout ça. Et je vais leur proposer, bien sûr, des exercices de développement personnel, puisque ça fait partie de ma pratique, mais je passe beaucoup par le corps. Parce qu'en fait, on passe par le corps pour apaiser les maux de l'esprit en Ayurveda. Et un truc qui est surprenant, en fait, c'est de voir à quel point les gens peuvent être étonnés, de se rendre compte à quel point ils peuvent apprendre par la sagesse et l'expérience du corps, et aussi, en fait, résoudre tous leurs maux spirituels et mentaux en passant par le corps. Et l'alimentation, par exemple, c'est quelque chose en fait qui est fondamental et très très important puisque c'est la base, c'est la première nourriture, le premier médicament. Moi, je considère d'ailleurs que c'est une offrande qu'on se fait à soi au même titre qu'on ferait une offrande au Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans mon livre, j'en parle beaucoup aussi. Il y a une grosse partie qui est consacrée. Je sais que pour vous, la cuisine créative, la cuisine gourmande et la cuisine colorée, c'est important. Alors, ce que je me demande, c'est est-ce que dans tout ce panel en fait d'outils que vous avez pour la science, pour œuvrer en fait avec la science du bonheur et puis aller vers la quête de ces super pouvoirs, est-ce que la cuisine, c'est pas un peu une clé ? Oui, alors j'ai un rapport plus urbain que vous à tout ça, je crois. Ma tête pèse plus lourd que mon corps, donc chacune sa spécialité. Mais la cuisine, en tout cas, la place qu'a la cuisine dans mon univers, si on peut appeler ça comme ça, c'est évidemment une cuisine qui est liée à notre santé, donc au fonctionnement du corps, bien évidemment. C'est évidemment de ne pas s'empoisonner, en tout cas de s'empoisonner le minimum possible, hein, si c'est possible. Et puis, j'y ajoute, au-delà du rôle de la nourriture, j'y ajoute vraiment ce plaisir de confectionner la cuisine,
qui répond à tout un tas de choses en fait. C'est un acte relationnel, c'est un acte créatif, c'est quelque chose qui fait juste, en tout cas, partie de. Il y a quelque chose de nécessaire, il y a quelque chose d'ancestral. Enfin, je veux dire, c'est tellement le cœur de tout ce que nous sommes. C'est le carrefour. Nous, on ne fait que passer. Hein, les aliments seront là. Nous, on les consomme pour le moment, mais ils nous survivront. C'est un mélange de tout. C'est-à-dire, à la fois, ça va me faire du bien à la tête, ça va me faire du bien au corps, ça va me faire du bien aux doigts, ça va me faire du bien aux relations, ça va me faire du bien à l'emploi du temps. Ça va mettre de la couleur dans ma vie. Et puis, c'est bon. Et il y a surtout, ça commence par la bouche quand même. Il ne faut pas se raconter d'histoire. La bouffe, ça se mange. Et on adore ça. Et c'est le premier plaisir. Donc même sans aller chercher midi à 14h, c'est tellement sensuel en fait de s'alimenter. Bah oui, mais du coup être dans le plaisir, c'est aussi être plus en connexion avec soi, donc peut-être plus en connexion avec ses super pouvoirs. Probablement. Un super pouvoir, je le redis, c'est un truc banal. Donc, se faire du bien, c'est déjà, en effet, une capacité qu'on peut avoir. Et on peut se faire du bien juste parce que c'est bon, hein, bah oui. Sans avoir besoin de le choisir pour telle ou telle raison, ou juste parce que c'est bon. Ben, juste pour ça, c'est déjà une très bonne raison. Et du coup, à force de développer, en fait, d'aller vers ces super pouvoirs, est-ce qu'on ne développerait pas quelque chose d'autre ? C'est-à-dire ? Parce que... Que voulez-vous me faire dire ? Dites-le-moi directement. Non, mais du coup, moi, je me demande, je me dis, à essayer de découvrir ces super pouvoirs, est-ce qu'on ne deviendrait pas justement son meilleur copilote déjà de vie, son plus grand fan ? Est-ce en ayant l'audace d'être soi, est-ce qu'on ne se rendrait pas compte qu'on est justement le héros de sa propre vie ? Et puis que peut-être que tout ce qu'on admirait chez les autres, finalement, on l'a aussi en soi. Est-ce que c'est pas ça le bonheur d'être soi ? Oui, c'est marrant cette image parce que la première fois que j'ai croisé du développement personnel, c'était en Californie où je faisais mes études et j'avais 19 ans et je participais à 19 ans, on est encore un peu tordu. Enfin, on le reste après, mais en tout cas, on sait pourquoi on est tordu. Et donc, je participais comme ça à un groupe et c'est la première fois que alors c'est que des grandes personnes autour de moi et tout ça. Des grandes personnes. Oui. Mais, et on m'a dit quelque chose qui m'a servi toute ma vie, c'est que l'homme qui animait le séminaire me dit mais Florence, parce qu'il sentait, je crois, encore ma rage adolescente, hein, je n'étais pas complètement au point là-dessus encore, et il m'a dit Florence, tu sais, il n'y a pas 36 solutions, soit tu es ta meilleure amie, soit ça va être un peu long. Et en effet, et alors là, parce qu'à 19 ans, en fait, je sais pas si on peut généraliser, mais une des choses qui se produit parfois, c'est qu'on s'aime pas beaucoup. On est quand même très, très pas au clair encore sur ce qu'on est. Donc, évidemment, j'avais de la colère, des déceptions, tout un tas de choses comme ça, encore pas mal. Et du feu de cette nature-là. Et c'est vrai que ça m'avait ouvert les yeux en me disant, mais c'est vrai! Parce que la personne avec laquelle je traîne toute la journée et toute la nuit, il n'y en a qu'une seule. Donc, soit je me la traîne, cette personne, soit je deviens copine avec elle. Et si je deviens copine avec elle, évidemment, c'est quand même le temps va passer plus vite, et puis ça va être plus sympa, et puis ça va être plus excitant, et puis ça va être plus marrant, et puis ce sera intéressant. Donc, il y a des moments où je suis copine avec moi-même, et en effet, c'est super. Et puis, il y en a d'autres où on se fâche, hein, parce que ça, quand on est plusieurs à l'intérieur de soi, ça peut arriver. Mais ça, bien évidemment, c'est une des clés. C'est nous. Hein. On ne peut pas, quelle que soit la façon dont nous relions aux autres, nous ne sommes jamais aussi reliés aux autres que nous ne le sommes à cet individu qui nous habite et qui est multifacette. Sans aucun doute. Du coup, est-ce que vous avez quelques projets ? Il y a des choses qui se passent pour vous là en ce moment, Florence, des choses que vous souhaiteriez partager ? Alors oui, je sors de... Vous savez, l'image que j'ai, ce sont ces soldats qui s'entraînent dans la boue avec des sacs de 30 kilos en rampant comme ça. Je ne sais pas si je vois tout à fait. Donc je sors de 4 mois de ça parce que je viens de finir mon prochain livre. Et quand j'écris, c'est un tel effort et une telle concentration que j'ai vraiment l'impression que je viens d'enlever mon sac à dos et de me relever
relever sur un sujet qui vraiment que je trouve absolument extraordinaire tellement il est simple. C'est sur l'écriture qui fait du bien et à quel point l'écriture fait du bien. Nous vivons dans un drôle de pays où il y a plus de gens qui veulent écrire des livres que de gens qui lisent des livres. Vous savez, il y a une espèce de culture comme ça très très littéraire en France où nous sommes extrêmement complexés par l'orthographe. Enfin, là aussi, on a tous été assez traumatisés par le rapport à l'écriture, etc. Donc, il y a plein de choses à remettre un petit peu au clair parce que, quel que soit notre niveau d'orthographe, de français, de souvenirs, de traumatisme ou de je ne sais quoi, prendre un stylo ou sur un clavier, raconter un certain nombre de choses intérieures est à peu près une des formes, les thérapies, de thérapie les plus véganes que j'ai rencontrées parce que on n'a même pas besoin de thérapeute, on n'a même pas besoin de choisir un camp, d'être en mesure de se raconter, de formuler des phrases. Et alors là, il y a vraiment des études qui le corroborent, donc je suis vraiment partie à la recherche de tout ça, en quoi tout cela, de nouveau, est fondé et nous fait vraiment du bien. Et c'est juste trop excitant. C'est trop excitant et donc le livre est là-dessus. Et quand est-ce qu'il va sortir ? Au mois d'avril prochain. On a hâte. Moi aussi. J'imagine. Bon, mais en tout cas, mes chères pépites, pour avoir toutes les actualités sur Florence, vous pouvez bien sûr aller sur son site. Vous pouvez également lire ses livres. Donc là, aujourd'hui, on a parlé de Power Patate qui est aux éditions Marabout, mais il y a aussi 3 kiffs par jour, qui est aussi un best-seller. Et puis, il y en a plein d'autres, en fait, dont on n'a pas parlé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres, quand même. Il y en a 7. Il y en a qui s'appelle Dîner de kiff, qui est donc un livre de cuisine. Et puis, le plus récent, qui est un petit journal très sympathique, parce que c'est un journal à compléter, qui s'appelle 3 ans de kiff. Et vous répondez à une question tous les jours, mais pendant 3 ans. Et donc, on suit comme ça un petit peu notre évolution. Génial. Et donc, on peut aussi vous voir au théâtre. C'est fini ? C'est fini. C'est fini. Jusqu'au mois d'avril prochain, où là, petite surprise, petite tournée, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. J'ai encore besoin d'être un peu plus sûre de mon coup. Bon, bah, du coup, on est vraiment obligé de vous suivre pour savoir, là. C'est ça. Mystère et boule de gomme. En tout cas, donc, toutes les informations sur Florence sont dans la description de l'émission, comme toujours. Et pour suivre toutes les actualités de l'Ayurveda Sourire, bah, vous pouvez évidemment lire mon livre, l'Ayurveda Sourire, quand la joie du cœur et la santé du corps, aux éditions Marie-Claire, et me suivre sur les réseaux sociaux, sous Mihira Ayurveda, M-I-H-I-R-A, Ayurveda. Voilà, est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, Florence, peut-être, pour nos auditeurs ? Les super pouvoirs sont vraiment à portée du petit doigt. C'est même pas de la main, c'est que quand on appuie un petit peu au bon endroit sur son cœur, et là on se sent bien, eh bien on les trouve. Donc ça vaut quand même le coup de chercher un petit peu. Super. Un grand merci, Florence, pour cet échange toujours passionnant. Et puis, merci mes pépites pour votre attention. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires. Et surtout, rappelez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. À très bientôt. L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.